C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Alors que la campagne des élections législatives et communales de 2026 est lancée au Bénin, les affiches politiques se multiplient de façon anarchique dans les espaces publics. Le ministre José Tonato a dans un communiqué rappelé les dispositions réglementaires encadrant l'affichage électoral. Zoom sur cette mesure dans cette édition. Le continent africain vit actuellement la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec la participation du Bénin. Quelles performances les Guépards ont-ils affichées jusqu'ici? La réponse dans un instant. À la page inter, le porte-parole des forces armées de la RDC a été suspendu après avoir évoqué à la télévision publique une supposée stratégie d'infiltration rwandaise passant par des liens familiaux ou matrimoniaux, en citant spécifiquement les femmes Tutsis. Le Bénin est entré en période de campagne électorale. En cette période, les affiches envahissent muses et autres supports de manière anarchique, alors que la réglementation n'autorise pas tous les types d'affichage. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Pour en parler, le directeur départemental du cadre de vie était l'invité du journal de 20h d'hier sur Bénin TV. Voici ce qu'il a déclaré. Depuis bientôt une dizaine d'années, le gouvernement s'investit avec des milliards dans le cadre de l'amélioration de notre cadre de vie, dans le cadre de la salubrité. On ne va pas permettre qu'à cause des élections, que nos villes soient salies. Et je voudrais rappeler également à nos téléspectateurs que depuis l'année passée, la ville de Cotonou, par exemple, est la ville la plus propre de notre sous-région. Alors, quand on parle des affichages sauvages, c'est les affichages qui ne sont pas autorisés. Et nous avons un test à la matière. C'est le décret 2023-453 du 13 septembre 2023. Alors, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? C'est les affiches publicitaires sur les monuments, les mâts, les lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et télécommunications, les équipements publics concernant la circulation routière. Et à la matière, vous pouvez constater avec moi que depuis le vendredi où on a lancé les campagnes, que ce soit les feux tricolores, les lampadaires, les carrefours, les ronds-points, tout a été pris d'assaut par des affichages sauvages. Moi, ce soir, j'ai fait un tour depuis Akpakpa jusqu'à Akogbato. C'était ahurissant. C'est ça. C'était ahurissant. Donc, on ne peut pas permettre de pareilles choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que déjà aujourd'hui, le ministre du cadre de vie a fait sortir un communiqué pour un rappel à l'ordre. Les supports agréés. Et quand on parle de supports agréés, il faut aller vers les mairies pour avoir ces supports-là. On ne peut pas se lever et aller et placer des affiches un peu partout. Il y a des sanctions par rapport à ça. Les candidats aux élections, les responsables de campagne, parce que c'est d'abord eux. Donc, il leur faut sensibiliser leurs militants et demander aux responsables habilités de leur parti de procéder en même temps à l'enlèvement systématique de ces affiches. Eh bien oui, l'article 4 du décret qui réglemente l'affiche dit ceci, je le lis intégralement. L'auteur de tout affichage effectué en violation des dispositions du présent décret est puni d'une amende de 50 000 francs CFA par jour, je précise, par jour de présence de dit affichage. Donc les tests sont clairs. Le ministre du cadre de vie a été pédagogue avec un communiqué de rappel à l'ordre. Mais nous, au ministère, quand on sensibilise, la sanction suit toujours. Donc je voudrais à nouveau rappeler les partis politiques, les candidats, les responsables de campagne à sensibiliser les militants et à instruire les responsables habilités au niveau des partis à procéder à l'enlèvement systématique de ces affichages sauvages qui créent la pollution visuelle. Dans un autre chapitre, alors que nous sommes à moins d'un jour de l'entrée en 2026, la conférence épiscopale du Bénin a adressé ses vœux au peuple béninois. Elle invite à célébrer la nouvelle année dans la paix, l'unité et la fraternité. Suivons maintenant le message. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Fils et filles bien-aimés de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté, chers tous,
En ce temps de Noël, où le ciel rejoint la terre dans la simplicité d'une crèche, la conférence épiscopale du Bénin se réjouit de vous adresser ses vœux les plus fervents de paix, de joie, d'espérance et de bonheur sans fin dans le Seigneur. Noël est le signe éclatant de l'amour infini de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. L'Emmanuel, Dieu avec nous, est venu habiter dans nos vies, éclairer nos ténèbres et offrir sa grâce et sa paix. Alors que s'achève l'année jubilaire 2025, marquée par tant de grâce et de bénédictions, nous levons nos cœurs vers le Seigneur avec des sentiments d'une profonde gratitude. Gratitude pour les bénédictions reçues. Gratitude pour la fidélité divine qui a préservé notre pays des menaces contre la stabilité et la paix. Gratitude pour la foi renouvelée et l'espérance ravivée dans nos familles, nos communautés et notre nation. À l'orée de cette nouvelle année 2026, marquée essentiellement dans notre pays par les élections générales, les évêques du Bénin implorent l'abondance des grâces divines sur notre pays, ainsi que sur les autorités politico-administratives à divers niveaux et sur tous les fils et filles du Bénin. Que cette nouvelle année soit pour chacun et pour tous une nouvelle occasion pour croître dans la grâce de Dieu à travers les chemins de justice et de paix, de réconciliation et d'unité, de fraternité et de concorde. Que chacun devienne, là où Dieu l'a semé, un véritable apôtre de la paix. Que la Vierge Marie, Mère du Sauveur et Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu fasse de cette nouvelle année pour chacun et pour tous un temps de prospérité, de bonheur et de grâce. Joyeux Noël, heureuse et sainte année 2026. Parlons maintenant de football. Le Bénin participe à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et les Guépards ont signé une victoire spectaculaire lors de la deuxième journée de la compétition. Autre bonne nouvelle, ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Voici un journaliste sportif nous fait le point sur les performances. On l'écoute. Cette CAN-là, Maroc 2025, on a constaté que les Guépards, non seulement dans le jeu, la production, puisque lorsqu'on remonte à 2019, on faisait ce qu'on disait, où on s'en moquait même, on garait le bus. Et tous les joueurs sont dans la moitié du terrain de l'équipe du Bénin et on compte sur les velléités offensives, les courses folles de certains joueurs là pour aller planter un but. Le Bénin a progressé dans son jeu parce que contre le Congo, la RD Congo, le Bénin a dominé quasiment le match, un peu moins de 70% contre l'équipe de la RD Congo qui est barragiste pour le mondial 2026. On a vu des Guépards entreprenants, des Guépards qui osaient, même si en finition ça a pêché un peu, mais on a vu une équipe qui pouvait faire circuler le ballon. Face au Botswana, c'était également pareil. Le Bénin qui a pris l'initiative du match, mis un but. Après, bon, voilà, on a essayé de conserver le score. Le Bénin s'est déjà qualifié parce que les équipes, les adversaires directs ont perdu. Oui, on peut dire qu'il y a la grâce de Dieu qui a accompagné l'équipe des Guépards pour déjà se faciliter les choses, ne pas aller chercher contre le Sénégal parce que s'il faut aller chercher la qualification contre le Sénégal, qui n'est pas encore assuré d'être premier de son groupe, vous imaginez un peu ce que ça pouvait faire. Donc la grâce de Dieu est avec les Guépards. Aussi parce qu'ils ont déjà gagné le match contre le Botswana. S'ils n'avaient pas gagné ce match-là, ils ne seraient pas là. Seulement que pour l'honneur, lorsque vous jouez Sénégal champion d'Afrique en 2023, non 2021, lorsque vous jouez un adversaire qui vous a déjà gagné 3-1 lors de l'inauguration de son stade dans son pays, une équipe qui vous a éliminé en quart de finale en 2019, une équipe qui vous a battu en match amical en 2024, bon, pour l'honneur, on va chercher à peut-être aller faire jeu égal avec le Sénégal. Tout en sachant qu'il y a les huitièmes de finale qui sont là. Il ne faut pas aller jouer
un match pour le plaisir et se blesser et se priver des atouts, des joueurs clés et pour aller jouer les huitièmes de finale qualificatifs pour les demi, pour les quarts de finale. Donc c'est un match où le sélectionneur va vouloir aller dire à ses joueurs, allez jouer pour l'honneur, mais également préservez-vous parce que le plus important c'est d'aller en huitième de finale et d'aller se qualifier pour les quarts de finale parce qu'on est déjà en quart de finale. Et pour quelqu'un qui veut progresser dans sa vie, c'est de chercher à aller loin. Aller loin, c'est au moins aller faire jouer les quarts de finale, même si on a déjà eu une victoire en phase finale de CAN. Il y a un bel avenir pour cette équipe des Guépards. Vivement que le travail continue. Vous voyez, vous avez Mariano qui est là, qui ne joue même pas. Rachidou Razak qui est aussi là, qui ne joue pas. C'est des joueurs qui ont 19, 20 ans, 21 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunesse, de Dodokou, Imouran Hassan, qui, dans 3 ans, 5 ans, lorsqu'ils vont prendre du coffre, épargner des blessures, seront régulés dans leur coffre, dans leurs équipes. Vous allez voir que les Guépards seront encore meilleurs. Et dans l'actualité internationale, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté une très large majorité aux élections législatives de samedi, consolidant un peu plus son hégémonie. Fin octobre, Ouattara avait été réélu avec près de 90% des voix lors d'un scrutin privé des 2 grandes figures d'opposition. Le reportage. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir renforce son emprise sur le Parlement. Le RHDP du président Alassane Ouattara remporte 197 sièges sur 255, soit près de 77% de l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs ont été annoncés par la commission électorale indépendante. Le scrutin qui s'est tenu ce samedi intervient 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. La participation reste faible, seulement 35% des électeurs se sont déplacés, un chiffre en baisse par rapport aux législatives de 2021. Le RHDP s'impose largement dans le nord du pays, un bastion historique du pouvoir. Mais le parti progresse aussi dans le sud et l'ouest, longtemps favorable à l'opposition. Le PDCI voit son nombre de députés divisé par 2. Le parti de Laurent Gbagbo, absent du scrutin, disparaît de l'Assemblée. En République démocratique du Congo, le porte-parole des forces armées, le général-major Sylvain Ekenge, a été suspendu de ses fonctions. Cette décision fait suite à ses propos tenus sur la télévision publique le samedi dernier, dans lesquels il a évoqué une supposée stratégie d'infiltration rwandaise pouvant passer par des relations familiales en citant explicitement les femmes Tutsis. Ces déclarations ont immédiatement été jugées stigmatisantes et dangereuses. Suivons. La République démocratique du Congo est prise dans une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-Tutsi. Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l'armée congolaise. Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes Tutsi en les accusant de faire partie d'une prétendue stratégie d'infiltration du Rwanda. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC. Dans un communiqué, l'état-major général a condamné des propos incompatibles avec les valeurs républicaines de l'armée et qui ne reflètent pas la position du gouvernement. Mais pour les critiques du président Félix Tshisekedi, cet incident n'est pas isolé. Le gouvernement rwandais accuse de longue date les forces congolaises de violence contre la minorité Tutsi des Banyamulenge dans le sud Kivu. Cette dernière controverse intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, contrôlent toujours de larges portions de l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce lundi en urgence pour discuter de la reconnaissance récente par Israël du Somaliland, région septentrionale de la Somalie, en tant qu'État indépendant et souverain, une décision vivement critiquée par de nombreux pays de la région. Depuis qu'il a déclaré son indépendance, le Somaliland gouverne la majeure partie du territoire qu'il revendique.
La controverse autour de la reconnaissance par Israël du Somaliland comme nation indépendante s'est invitée au Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réunion d'urgence lundi. Le représentant israélien auprès du Conseil a invoqué le droit international pour justifier la décision de son pays. Monsieur le Président, la question soulevée par la reconnaissance du Somaliland par Israël n'est pas de savoir si le droit international permet de reconnaître des faits établis de longue date. Il le permet. La question est de savoir si ce Conseil est prêt à affronter la réalité telle qu'elle existe. La souveraineté historique du Somaliland, son autonomie effective depuis plus de 30 ans et sa capacité avérée à agir en tant que partenaire international responsable répondent aux critères juridiques qui guident la reconnaissance. Israël a aligné sa politique étrangère sur cette réalité. De son côté, la Somalie a fermement réaffirmé son opposition à cette reconnaissance. Il n'a aucune idée de ce qu'est la Somalie, de ce que sont les Somaliens et de ce que représente la Somalie. Je pense que son histoire est une histoire sélective qu'il a générée dans son propre esprit. Venir ici et nous faire la leçon sur l'humanité, le génocide, les droits de l'homme, l'indépendance et la démocratie, alors que nous savons ce que vous faites tous les jours, c'est une insulte. Si la majorité des membres du Conseil de sécurité ont souligné leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie, les États-Unis ont quant à eux défendu le droit d'Israël à reconnaître le Somaliland. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.